totalement bloqué. Il y a eu une manœuvre destinée à bloquer l'accès sur toute la largeur et à contenir ces manifestants. Il y a le même type de ligne de l'autre côté. Donc les manifestants sont contenus. Ce à quoi les policiers répliquent par des bombes lacrymogènes. Regardez ici, il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombe artisanale. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Et les militants extrémistes s'avèrent être en réalité le fameux français du quotidien que les experts ou les politiciens sur les plateaux de télé instrumentalisent sans arrêt pour légitimer leur opinion personnelle à coup de « les Français pensent ceci ». Les Français veulent cela. Les Français en ont marre que blablabla. Et maintenant qu'ils ont les Français sans filtre sous les yeux, ils sont pas foutus de les reconnaître. Tellement habitués qu'ils sont à commenter en roue libre des manifs de partis ou de syndicats à coups d'éléments de langage prédéfinis, ils n'ont pas été capables de mettre des mots sur ce mouvement populaire qui est justement sans filtre, c'est-à-dire en dehors des partis et des syndicats. Depuis un mois, c'est la France qui manifeste, et non pas des militants de partis défendant une idéologie ou des intérêts particuliers. Dans la rue, c'est la majorité silencieuse qui est à bout. L'augmentation des taxes sur les carburants n'a été que la goutte d'urine qui a fait déborder les toilettes. Aujourd'hui, on veut tirer la chasse pour évacuer des décennies de politiques d'austérité et de dérégulation qui bousillent l'économie du pays et ont abouti à une explosion des inégalités de type pornographique. Après le Brexit et l'élection de Trump, les tenants du manche pensaient avoir trouvé leur défenseur avec Macron. Il n'aura été que leur fossoyeur, en attisant des tensions déjà palpables en France au moment de son élection, en mentant ouvertement et sans arrêt, en insultant les Français au moins une fois par mois, de feignants, d'extrémistes ou de réfractaires, en appliquant une politique déjà contestée, mais alors amplifiée d'une manière tellement cynique que chacun a pu constater ce qu'elle est vraiment, prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et quand des individus fluorescents ont fait remarquer qu'il n'était pas vraiment normal de vivre dans sa bagnole quand on travaille à temps plein, ou de faire les poubelles parce qu'on a une retraite trop maigre malgré avoir cotisé toute sa vie, tout ce que Macron et son gouvernement ont trouvé à dire, ça a été « penser à l'écologie ». Pensez printemps, mes amis. Accompagné des insultes habituelles, évidemment. On a vu effectivement des images d'une violence incroyable. Des scènes de guerre. L'attaque de la démocratie, ce ne sont pas les gilets jaunes qui manifestaient, c'est la peste brune qui a manifesté. Et il rappelle les heures sombres de l'histoire de France. Par l'ultra-droite, des militants de la mouvance ultra-gauche. Elle a bon dos l'écologie, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre. On parle quand même d'un gouvernement qui prend l'avion pour un rien, qui a maintenu le glyphosate et ouvert en grand les robinets d'huile de palme, qui a autorisé des projets très polluants en Guyane, de mines d'or et de forages pétroliers, qui préfère le bus au train, le camion au ferroutage, etc. Même Nicolas Hulot, qui est quelqu'un de vert pâle, a fini par claquer la porte en chialant. Et ils essayent encore de nous faire croire qu'ils sont écolos. Comme d'habitude, les efforts, c'est pour les pauvres. Nous, on doit trier les déchets, nettoyer le bord des routes le week-end, couper l'eau quand on se brosse les dents, consommer responsable, payer la taxe pour la transition écologique, etc. Et pendant qu'on nous fait culpabiliser sur l'état de la planète, les entreprises, elles, la pourrissent. Elles refusent d'utiliser des matériaux recyclables, balancent leurs déchets dans la nature, ou même mieux, font fabriquer leurs produits à l'autre bout du monde, dans des pays qui n'ont aucune norme environnementale. C'est beaucoup plus simple. Ces produits, elles ont ensuite le droit de les importer en France sans payer aucune taxe, et en utilisant du kérosène et du fioul lourd, aussi polluants que détaxés. Les acteurs économiques les plus influents sur l'état du monde n'ont aucune obligation, tandis qu'on demande aux Français de base qui peinent déjà à finir les fins de mois de tout supporter. Il doit sacrifier son niveau de vie pour améliorer la compétitivité du pays et sauver l'économie. Il doit payer des impôts élevés parce que la dette a explosé quand il a fallu sauver les banques. Et il doit supporter seul le coût et la responsabilité de la transition écologique pour sauver la planète. Ça fait beaucoup. Alors aujourd'hui, Madame Michu et Monsieur Dupont descendent dans la rue parce qu'ils en ont plein le cul d'être pris pour des cons. On paye de plus en plus d'impôts pour des services dégradés ou supprimés. On a supporté des baisses de salaire et des destructions sans fin du droit du travail en échange d'emplois, et le chômage n'a jamais été aussi élevé.
On voit ceux qui nous demandent de faire des efforts se vautrer dans le fric, augmentant considérablement leur salaire, dilapidant l'argent public pour leur confort personnel, offrant des prébendes à leurs copains. On entend que des multinationales payent moins d'impôts qu'un joueur de foot ou que l'artisan du coin. On constate que Macron fait les poches à ceux qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser, tandis qu'il absout les exilés fiscaux en Belgique. Alors oui, Madame Michu et Monsieur Dupont sont dans la rue sans qu'on les y ait invités et se payent le luxe de vouloir être entendus par le gouvernement sans le filtre habituel des syndicats et des partis, soi-disant proches du peuple, mais qui les ont trahis, plus intéressés qu'ils étaient à accompagner la réforme qu'à susciter la révolte. Sire, disent-ils, nous sommes écrasés par les impôts. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain et il va bientôt nous manquer. Si vous voyiez les pauvres maisons que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touchés. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus de richesses payent le moins. Nous payons l'impôt, et les multinationales et les évadés fiscaux ne payent rien de tout cela. Est-ce que chacun ne doit pas payer selon ses possibilités? Macron avait promis le progrès. Et on a eu l'histoire en marche arrière vers le 19e siècle sur les questions des libertés publiques, les libertés de la presse, le droit du travail. Il s'est pris ensuite pour le Napoléon qui allait unifier l'Europe. Et dans la suite logique, nous voilà rendus en 1789 à exiger l'égalité de tous devant l'impôt. Pas étonnant que les manifestants se donnent rendez-vous place de la Bastille. Et quand Madame Michu rentre chez elle, après s'être fait tabasser et gazer par les CRS alors qu'elle manifestait pacifiquement, elle allume la télé et elle tombe sur les chiens de garde qui ne parlent que de la violence des casseurs. Ces gugus encravatés qui font partie des 1% les mieux payés de France transforment en délinquants des gens qui veulent juste pouvoir se payer 3 repas par jour en travaillant dans un pays qui produit 2000 milliards d'euros de richesse par an. Pendant des heures, les gugus font le décompte des blessés, des vitrines pétées, des lacrymos lancés, mais pas un mot sur les raisons profondes qui poussent autant de gens dans la rue, ni sur les solutions qui pourraient régler le problème. Au contraire, ils prennent systématiquement le parti du gouvernement, ils invitent les gens à fermer leur gueule et à rentrer chez eux. Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale. Ça vous dérange ce genre de mouvement? Ça vous inquiète? Vous êtes vous-même en Cannes, est-ce que vous vous sentez en sécurité là sur les Champs-Élysées? Monsieur, vous vous sentez en sécurité là sur les champs? Si je peux me permettre, monsieur, la violence, c'est aussi les gens qui arrachent les pavés, qui les lancent. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que là vous comptez quitter la manifestation? Face à cette situation qui devient hors de contrôle, est-ce que vous n'avez pas la tentation de partir et de rentrer, de quitter la zone? Des militants gilets jaunes pacifistes qui étaient venus pour revendiquer leurs droits et qui sont déçus. Vous êtes déçus, c'est ça? Je ne me trompe pas, cette dame est déçue. Et pas un mot non plus sur l'identité des casseurs, qui sont surtout composés de l'habituelle minorité d'extrême gauche, de jeunes de cité venus foutre le bordel et piller des trucs, et d'un grand nombre de policiers en civil qui veulent faire dégénérer la manif pour que le gouvernement puisse diaboliser les manifestants et justifie le recours à la force. Bien sûr, il y a aussi des gilets jaunes qui lancent des pavés. Mais si on parle de leur violence, il faut aussi montrer celle qu'ils subissent au quotidien depuis des années. Moi, je ne suis pas de ces salopards qui ont plus de compassion pour une bagnole renversée que pour des vieux qui crèvent de froid au fond de la campagne parce qu'ils n'ont plus les moyens de se chauffer. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Le vrai danger pour les gilets jaunes, c'est pas les images de violence. Tout le monde a compris que les médias en font des caisses, c'est pas ça qui va retourner l'opinion publique. Au contraire. Donc le vrai danger, c'est plutôt le risque de récupération politique du mouvement, tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, parce que les médias ont essayé de mettre en avant de soi-disant porte-parole qui tenaient des propos très modérés et qui se sont avérés être ici un adhérent d'En Marche, là un syndicaliste de la CFDT, etc. Bref, d'une manière générale, les gilets jaunes qui passent dans les médias ne représentent qu'eux-mêmes. Ils sont légitimes pour porter un message ou défendre le mouvement, mais pas pour établir seuls des revendications ou négocier avec le gouvernement. En fait, en l'absence d'organisation et de représentants légitimes, quelles que soient les propositions, il faudra qu'elles soient soumises à un référendum qui signera l'arrêt ou la continuation du mouvement en fonction du résultat. Donc Jacqueline Gouraud peut aller rejoindre les syndicats dans la plus proche poubelle des traîtres et ne vous trompez pas de conteneur. Il est important de trier ces déchets. La dernière entourloupe médiatique consiste à pousser les gilets jaunes à constituer un parti et à se présenter aux prochaines élections européennes. Évidemment, l'argent et la quête de pouvoir fera le travail de sape du mouvement et exclura tous ceux qui n'ont pas le temps de faire une carrière politique ou pas les moyens de financer un parti. C'est donc une totale idiotie. D'autant qu'on voit sortir du bois un festival de crevards qui espère récupérer le mouvement des Gilets jaunes comme le PS avait récupéré Édouard Martin en 2014. Ne tombez pas dans ce traquenard. Mais le risque de récupération le plus important est sur le fond. Comme c'est un mouvement qui a démarré sur une histoire de taxes, y a des petits filous qui en profitent pour réclamer de nouvelles baisses de prélèvements, alors que les gens manifestent pour la défense des hôpitaux, des retraites et de tout ce qui fait notre niveau de vie. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis. Qu'on commence par récupérer les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale et à rétablir l'égalité de tous devant l'impôt. Et comme on aura élargi l'assiette, on pourra baisser le taux d'imposition des petites gens sans être obligé de leur bousiller les services publics. À côté de ces officines anti-impôts ou pour la privatisation de la Sécu, vous avez les médias qui tentent d'orienter la contestation vers des revendications pathétiques. Du genre, renoncer à la énième hausse de taxes sur les carburants prévue en janvier, changer de Premier ministre ou dissoudre l'Assemblée nationale. Comme si on en avait quelque chose à foutre. Ça ne résoudra aucun problème. Il y a eu une législative partielle dans la circonscription de Manuel Valls suite à sa démission, 80% d'abstention. Donc on s'en tape de dissoudre l'Assemblée. On veut la démission de Macron. Et on se fout des mesurettes d'ajustement, on veut un changement radical. Je vais vous proposer dans un instant une méthode pour obtenir ce changement. Mais parlons déjà de Macron qui a eu un peu de mal face à cette demande. En fait, on dirait un poulet sans tête en train de courir dans tous les sens. Quand on pense qu'au début du mouvement, il avait délégué le problème aux régions qui n'avaient qu'à créer une aide pour que les gens puissent payer les taxes sur l'essence. Une aide pour payer les taxes. On se demande si le pauvre garçon a toute sa tête. Alors après ça, ils ont laissé pourrir la situation, puis Édouard Philippe a débarqué la bouche en cœur avec son moratoire qui suspendait pour 6 mois la hausse des prix de l'électricité, du gaz et des carburants prévus au 1er janvier. Comme si on allait se contenter de ramasser quelques miettes pour se les faire reprendre 6 mois plus tard. Voyant que ça ne calmait pas les manifestants qui comptaient en découdre le samedi suivant, Macron a désavoué son Premier ministre et a supprimé la hausse de taxes sur les carburants prévue en janvier. Les médias ont tout de suite annoncé que c'était une grande victoire des Gilets jaunes. Ils ont fait reculer Macron, le mouvement a abouti, il n'est donc plus besoin de manifester, c'est fini. Bah non, c'est pas fini. En quoi Macron a-t-il répondu aux moindres problèmes qui ont mis les Français dans la rue depuis le 17 novembre? Rien. Et les dernières annonces du 10 décembre sont du même calibre. C'est de la merde. La hausse du SMIC de 100 € est bidon. Il s'agit pour l'essentiel d'une augmentation de la prime d'activité, qui était déjà prévue au cours du quinquennat et qui va être accélérée. J'ajoute que cette prime est financée par l'État, c'est-à-dire par nous. Donc le gars nous vole notre argent depuis des mois, il nous en rend un petit bout et il faudrait lui dire merci. Quant aux heures sup défiscalisées, tout le monde sait que c'est une connerie. On a 3,5 millions de chômeurs de catégorie A dans le pays, donc des gens vont travailler pendant 60 heures par semaine, pendant que d'autres n'auront pas de boulot à cause du chômage structurel. Et la défiscalisation est une attaque contre le salaire socialisé. Si personne ne paye de cotisation, comment on finance les hôpitaux, les retraites, le chômage, les allocs, dont la prime d'activité par exemple? Alors au final, vous aurez soit des prestations en moins, soit des taxes en plus pour les payer. Les propositions de Macron, c'est la baisse intégrale. Les réductions de cotisations sociales, c'est ce que demande l'oligarchie depuis des décennies. Donc il est en train de faire passer les fameuses réformes que l'on ne veut plus
en réponse aux problèmes causés par les réformes que l'on ne veut plus. Il aggrave les problèmes qu'ont causé la révolte. Il est taré. Il n'a donné aucune réponse aux ambulanciers, aux aides-soignants, aux agriculteurs, aux indépendants, aux chômeurs, à ceux qui n'ont pas la prime d'activité, donc il règle rien. Il fait semblant de ne pas voir que le problème est structurel, et puis il donne un petit chèque par-ci par-là pour acheter la paix sociale, comme si on était des putes ou des mendiants. Tiens, mon fidèle. Oh, merci, Seigneur, une paix. Et puis il compte sur Noël et les attentats pour étouffer le mouvement. Il faut bien comprendre une chose, Macron n'est pas président. C'est un exécutant pour le compte d'autrui. Donc il ne dirige pas la France, il la gère. Il remplit des petites cases dans un tableur Excel en fonction de critères idéologiques débiles définis par l'Union européenne. Donc ça va être 2 points de taxe en plus par-ci, 3 points de moins là. Et puis il s'imagine qu'il a bien fait son boulot. Toute la politique de Macron depuis le début de son mandat, c'est prendre d'une main et redonner de l'autre. Donc il déshabille Paul le pauvre pour habiller Pierre le riche. Et quand Paul le pauvre gueule un peu trop fort, bon, on lui rend une chaussette. Mais il faut qu'il dise merci. Et puis on la lui repiquera plus tard d'une autre façon. Alors, quelle revendication pourrait régler le problème? Sur Internet, on voit parfois passer des listes de revendications de ce genre. Et il y a 3 problèmes avec cette méthode. Déjà, certaines propositions sont incohérentes. Par exemple, ici, on demande la retraite à 60 ans et une augmentation des pensions. Mais en même temps, Il faudrait baisser les cotisations qui financent ces avantages. Ça marche pas. Ensuite, ces listes sont trop précises pour être rassembleuses. Par exemple, au sujet de celle-ci qui avait beaucoup circulé, j'ai vu des gens de gauche ne pas vouloir la soutenir parce qu'elle n'est pas pro-migrants, et des gens de droite ne pas vouloir la soutenir parce qu'il y a des mesures de contrôle des loyers ou le rétablissement de l'ISF. Bref, il ne faut pas chercher un programme magique qui rendra tout le monde content. Ça n'existe pas. Il vaut mieux s'orienter vers des mécanismes comme le RIC, qui vont nous permettre de choisir collectivement la solution des problèmes et de trancher démocratiquement les désaccords qui existent dans toute société. Et enfin, 3e problème, les revendications les plus courantes des Gilets jaunes exprimées dans ces listes sont incompatibles avec les traités de l'Union européenne, avec l'euro et plus largement avec les politiques de mondialisation des échanges. Elle a raison, la Pénicaud. Dans le système actuel, si on augmente les salaires, tout ce qu'on obtient, c'est du chômage. Mais elle se garde bien de dire pourquoi. Elle ne dit pas que c'est à cause des traités européens qui nous placent en concurrence directe et déloyale avec le monde entier, et à cause de l'euro qui empêche que la monnaie soit un régulateur des écarts de compétitivité, ce qui nous force à faire de la dévaluation interne, c'est-à-dire à pratiquer des politiques de modération ou de baisse du coût du travail. On parle beaucoup des problèmes du coût du travail trop élevé en France pour les entreprises. Mais pourquoi il est trop élevé ce coût? C'est bien à cause de cette concurrence déloyale. Le problème, c'est qu'on demande à des entreprises installées en France de respecter tout un tas de normes environnementales, un droit du travail contraignant, de payer un salaire minimum, puis on laisse rentrer sur le marché français des produits qui ne respectent aucune de ces règles, sans taxe compensatoire ni quota. Ajoutez à ça que le taux de change externe de l'euro est trop élevé pour l'économie française, et vous obtenez des patrons complètement schizos. D'un côté, ils veulent des salariés pas chers et corvéables à merci pour contrer cette concurrence déloyale et la cherté de l'euro, et de l'autre, ils veulent avoir des clients pétés de thunes qui ont les moyens et le temps de dépenser plein d'argent. Seulement voilà, les salariés des uns, c'est les clients des autres, et si aucun patron ne veut ou ne peut payer ses salariés, eh ben il n'y a plus de clients. Et alors qu'une économie bien gérée devrait conduire à l'élévation continuelle du niveau de vie de tous, eh ben on se retrouve dans un système qui transforme 95% de la population en esclaves, tandis que 5% deviennent ultra riches. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont dans l'urgence des fins de mois. Tant qu'on est dans ce système, vous n'aurez aucune augmentation de votre niveau de vie. Tout ça mériterait des explications plus poussées. J'en ai déjà donné et j'en donnerai encore sur cette chaîne, mais ça veut dire qu'il faut organiser au plus vite un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Évidemment, c'est pas Macron qui va l'organiser. D'abord parce que c'est pas un démocrate, et surtout parce qu'il est persuadé que les Français voteraient pour la sortie, ce qu'il ne veut pas. et donc ma volonté c'est d'entendre et d'écouter, de porter une verticalité que j'assume totalement dans le message politique à travers les valeurs et l'idéologie, et de réconcilier justement les deux. Mais ça n'est pas la démocratie participative au sens classiquement utilisé, c'est-à-dire en quelque sorte, les gens me diront où il faut aller, c'est pas ça. Why do you think the British voted to leave this sophisticated structure? Look, I'm not the one to judge or to comment the decision of your people, but my interpretation is that a lot of losers of this new globalization and this new system suddenly decided that it was no more for them.
You always take a risk when you have such a referendum. It's just yes or no in a very complicated context. If And France had had a referendum, it might have had the same result. yeah, probably in a similar context, but our context was very different. So I don't want to make any. I mean, to take any bet, but I would have definitely fought very hard to win. But I think it's a mistake when you just ask yes or no, when you don't ask people how to improve the situation and to explain how to improve it. J'ai donc imaginé une méthode qui soit la plus sûre, la plus légitime et la plus rapide possible pour obtenir ce changement radical. Alors c'est pas forcément la meilleure méthode, mais c'est la meilleure idée que j'ai eue. Première étape, il faut dégager Macron parce qu'il est le premier obstacle à ce changement. Pour cela, je demande aux députés d'engager la procédure de destitution du président prévue par l'article 68 de la Constitution. Je sais que cette procédure est tortueuse et a peu de chances d'aboutir, mais c'est la seule voie pacifique pour le virer. Ça veut dire que tous les députés qui auront refusé de lancer cette procédure seront responsables de la continuation et du durcissement des manifestations, ainsi que de toutes les violences subies ou produites par ceux qui tenteront d'aller chercher Macron par leurs propres moyens. Quand il y aura des blessés ou des morts, ce jour-là, vous n'aurez aucun droit de venir nous faire des leçons de morale sur l'ordre et la paix, parce que vous n'aurez rien fait pour que ça se passe dans l'ordre et la paix. N'est-ce pas, monsieur Vauquier, qui est allé se pavaner en gilet jaune pour faire de la récup avant de renier son soutien sur les plateaux de télé? N'est-ce pas, monsieur Ruffin, qui a fait toute une scène pour dire que Macron devait partir au risque de finir comme Kennedy, jusqu'à ce qu'il soit devant la terrifiante Léa Salamé? Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Macron démission, c'est proclamé en chœur sur tous les ronds-points. Macron démission, c'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission, c'est réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée. Monsieur Ruffin, vous dites le dialogue s'est terminé puisque vous demandez aujourd'hui cet après-midi la démission d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron cet après-midi. Non, compris, ah oui, tout à fait. Que disent les Français que j'ai rencontrés? Que monsieur Emmanuel Macron doit maintenant partir. Vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron ce non, soir. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est passé. Qui doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qui doit partir. Qui doit partir avant de rendre notre pays fou. Et donc, moi, je n'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron. Ce que je dis, c'est que répètent les gens sur les ronds-points. Ils répètent Macron démission. Pour autant, je ne suis pas pour la violence. Quand d'un côté, vous avez une armée payée, formée, équipée, organisée, et de l'autre, une horde de manifestants désorganisés, non équipés, phagocytés par des pilleurs et des flics en civil, faut pas espérer que ça se passe bien pour les manifestants. Le niveau de violence nécessaire pour passer tous les barrages de police, défoncer les portes de l'Élysée et choper Macron, à condition qu'il soit présent, retirerait toute légitimité à l'acte et donnerait au contraire des raisons à Macron pour instaurer une forme de dictature militaire ou au minimum pour abolir le droit à manifester. C'est d'ailleurs à peu près ce qu'on a constaté lors de la manif du 8 décembre. Les blindés étaient équipés de bonbonnes de poudre capables de mettre une foule en PLS, même avec des masques à gaz, 500 militaires armés protégeaient l'Élysée et un hélico était prêt à exfiltrer Macron à tout instant. Donc on ne l'aura pas avec cette méthode. À mon avis, la seule qui vaille, c'est de pousser Macron à la démission en optant pour une tactique de guérilla. Bloquer une raffinerie ici, une frontière là, occuper un péage ou un rond-point, masquer les radars, murer une préfecture. Si vous bossez à EDF, vous pouvez couper le jus à l'Élysée ou dans les ministères, etc. Il faut mener toutes les actions qui peuvent faire chier le gouvernement, tout en se mettant l'opinion publique dans la poche. Je laisse le soin à chacun d'imaginer quelles pourraient être ces actions et de les mettre en place. Et de cette façon, la désorganisation du mouvement devient notre force. Cette méthode va prendre un peu de temps, c'est vrai. Mais il y a un moment où il sera obligé de quitter son poste, lâché par la police, par l'administration, par les chefs d'État étrangers. D'autant plus qu'on a prévu quelque chose pour la suite. Les grandes entreprises, vous savez, quand il y a eu le samedi terrible, là, avec toutes les dégradations, ils avaient appelé le patron du MEDEF, Raoul Bézieux, en lui disant « tu lâches tout ». Tu lâches tout parce que sinon ils se sentaient menacés physiquement, les grands patrons. Ah, vous voulez dire qu'il y a une démarche des grands patrons français qui physiquement pensaient qu'ils pouvaient être objectivement menacés en disant t'es gentil maintenant, faut lâcher avec tes gilets. Voilà, ils envoyaient des textos où tu dis tu lâches sur le SMIC, il faut qu'on distribue des primes, tu lâches tout.
Bon, voilà. Alors là, ils distribuent des primes, mais c'est pas compliqué non plus. Ils ont 80% de leurs salariés qui sont à l'étranger. Alors ça leur coûte pas cher non plus, hein, parce que ça ne concerne que la France. Alors ça va pas. Sont fondées. Voilà, ça va considérer quelques dizaines de milliers de salariés, ça va pas leur coûter très cher, mais ils le font, donc c'est des bons élèves et ça leur évite d'avoir la tête tranchée. Les PME et les ETI qui ont tous leurs effectifs en France, eux, ben, ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Non. Voilà, donc Macron, comme je l'ai dit, on va se retrouver parmi les plus mauvais élèves de la classe, c'est pas terrible. Et moi j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand, qui n'est pas un rigolo, comme on le sait. Et ils ont parlé d'Emmanuel Macron, et il lui a dit, Emmanuel Macron, game over. C'est-à-dire que les Allemands considèrent que la France est terminée, il ne fera plus aucune réforme, game over. Et la question que se posent les Allemands, et que se pose M. Schäuble, c'est, mais est-ce que finalement la France est réformable ou pas? Parce qu'en ce qui concerne Macron, c'est game over. Deuxième étape, remplacer Macron et son gouvernement par un gouvernement de transition composé des principaux partis. Pourquoi avoir recours aux partis? Eh bien pour une raison très simple. Personne n'est légitime pour désigner un gouvernement non élu. Donc chacun va désigner ses champions, dénigrera ceux des autres, et alors qu'on souhaite une démocratie plus directe, eh ben on se bouffera le nez pour désigner des maîtres. C'est couillon. Et quand bien même on arriverait à se mettre d'accord et à imposer un gouvernement, je ne sais pas comment, eh bien les partis, frustrés d'être exclus, passeraient leur temps à le saboter pour gagner sur cet échec une légitimité nouvelle. Il faut donc se les mettre de notre côté en orientant leur énergie dans une direction qui nous convienne. Comment faire? Eh bien en remplaçant poste par poste les membres du gouvernement actuel par des délégués des partis les plus importants, c'est-à-dire ceux représentés à l'Assemblée, suivis des partis ayant le plus d'adhérents jusqu'à épuisement des postes. Les postes seront distribués par tirage au sort. Seul le poste du président restera vacant pour éviter qu'un gus ait trop d'ascendant sur les autres. Les missions du président seront assurées par le Conseil des ministres et le Premier ministre assurera la représentation du pays. Symboliquement, ces délégués seront payés 2 fois le salaire médian et seront défrayés de leurs frais de fonction. Par contre, ils n'auront pas le droit aux avantages de fin de mandat, retraite, bagnole avec chauffeur, bureau, indemnité à vie, etc. Ils n'auront pas le droit non plus de se présenter à la future présidentielle. Ça évitera qu'ils soient accaparés par une campagne électorale alors qu'on leur demande de gérer le pays. Et ça évitera d'avoir 15 candidats qui se tirent dans les pattes dans un gouvernement. Ces délégués auront pour mission d'assurer le fonctionnement normal des institutions, d'expédier les affaires courantes, d'organiser une nouvelle élection présidentielle avec de nouvelles règles, que j'ai expliquées dans la 3e étape, et de mettre en place des mesures palliatives pour aider les plus pauvres à boucler les fins de mois en attendant une refonte du système après l'élection. Par exemple, ils peuvent rétablir un équivalent de l'ISF, lever les sanctions contre la Russie qui coûtent des milliards à notre agriculture, etc. Bon, ça c'est à eux de se démerder. Après tout, c'est eux qui font l'éloge de la démocratie représentative et qui se présentent comme des gens responsables, capables de gérer le pays. Eh bien qu'ils nous le montrent. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir recours au parti. Si ça se passe bien, tant mieux pour nous, on a ce qu'on veut. Mais si ça se passe mal, ce sera de leur faute à eux, et pas celle des gilets jaunes. S'ils échouent, s'ils nous entubent, s'ils nous trahissent, ou s'ils se chamaillent, ils seront sanctionnés à la prochaine présidentielle, et ils donneront du grain à moudre à tous ceux qui veulent supprimer le régime des partis, en remplaçant le Parlement par une assemblée tirée au sort, par exemple. Donc avec ce système, on protège le peuple de la responsabilité d'un fiasco politique en utilisant les partis comme paratonnerres. Et ce faisant, on aligne les intérêts des partis sur ceux du peuple. Alors, est-ce que les partis vont accepter de participer à ce tour de cochon? Eh bien oui, parce que les postes refusés seront redistribués à ceux qui participent par tirage au sort. Donc, tant qu'au moins un parti accepte, la méthode fonctionne. Aussi, les partis qui refuseront un poste ne pourront pas légitimement critiquer le gouvernement. Et ils seront très mal placés pour nous réclamer les rênes du pays à la prochaine présidentielle, alors qu'ils ont refusé d'assumer leur part quand on a eu besoin d'eux. Tandis qu'à l'inverse, les partis qui acceptent le poste ont tout intérêt à ce que ça se passe bien, à montrer qu'ils sont capables de gérer le pays pour marquer des points pour la présidentielle. Donc je ne sais pas si on peut dire que les partis voudront participer, disons plutôt qu'aucun d'entre eux ne voudra laisser sa place aux autres. Ce qui nous conduit à la 3e étape, l'organisation de l'élection présidentielle avec de nouvelles règles pour éviter la répétition de l'escroquerie démocratique qu'a été l'élection de Macron. Je vais vous proposer 4 mesures qui ne vont pas tout régler, mais ça suffira bien dans l'urgence. D'abord, pour accéder à la présidentielle, il faudra obtenir 50 000 parrainages citoyens. Ils seront collectés en mairie et comptabilisés par le Conseil constitutionnel. Les médias audiovisuels devront respecter l'égalité du temps de parole entre les candidats durant toute la durée de la campagne électorale
ainsi que l'égalité du temps de commentaire. Les horaires des émissions seront pris en compte pour éviter que des chaînes s'amusent à diffuser des meetings entiers à 3 h du matin du candidat qu'ils n'aiment pas. En d'autres termes, si vous donnez 1 heure du temps de parole à 21 h à un candidat, il faudra donner le même temps à tous les autres sur le même créneau. Bon, comme il est idiot et compliqué d'être à la seconde près, on acceptera un écart de temps de parole de 10 minutes maximum entre les candidats sur toute la durée de la campagne et pour chaque média. Les choses devraient s'équilibrer d'un média à l'autre. Troisièmement, interdiction de commenter ou de relayer des sondages en période électorale, en lien avec l'élection bien sûr, sous peine d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Ça vaut pour les journalistes, les politiciens ou toute personne commentant la présidentielle dans un média de masse. Il n'y a rien de plus pénible que de voir des journalistes opposer un sondage à la place des arguments pour dénigrer la proposition d'un candidat. Ou bien de voir les journalistes traiter avec mépris un candidat nouveau au prétexte que les sondages lui donnent une faible intention de vote. Les sondages pourrissent les campagnes et nous volent l'élection. Ils doivent être expulsés du débat. Je sais qu'on n'empêchera pas la presse étrangère de diffuser des sondages et les citoyens de les faire circuler sur Internet. Alors pour limiter cette circulation et dans un souci d'égalité, tous les comptes Facebook, Twitter, YouTube et autres de plus de 10 000 abonnés seront soumis à la même obligation. Un jour, la question des temps de parole sur Internet devra être abordée, mais là, on n'a pas le temps. Enfin, dernier changement, le mode de scrutin uninominal à 2 tours que l'on connaît actuellement pour l'élection du président est remplacé par la méthode du jugement majoritaire. Alors là, je vais parler chinois, donc pour comprendre pourquoi il faut changer le mode de scrutin, je vous conseille de voir cette vidéo de la chaîne Science Étonnante qui présente les avantages et les inconvénients de différents modes de scrutin. Je vous diffuse juste la fin de cette vidéo où il présente la méthode des jugements majoritaires. Cette méthode est extrêmement simple à mettre en œuvre. Au lieu de mettre des notes aux candidats, on leur attribue une mention, un peu comme au bac, sur une échelle qui en compte 7. Excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter. Le bulletin de vote ressemble à ça. Pour présider la France, ayant pris tous les éléments en considération, je juge en conscience que ces candidats seraient, et pour chaque candidat, vous cochez une mention. Alors comment on dépouille ça ensuite? Eh bien pour chaque candidat, vous obtenez un pourcentage pour chacune des mentions. On va prendre un exemple fictif. Imaginons un candidat auquel 9% des gens auraient attribué la mention excellent, très bien 14%, bien 16%, assez bien 15%, passable 18%, insuffisant 15%, à rejeter 13%. On représente ça graphiquement comme ça. Alors comment on interprète ça? Vous voyez que 9% de l'électorat accorderait la mention excellent à ce candidat. Mais 23%, c'est-à-dire 9 plus 14, lui accorderait au minimum très bien, c'est-à-dire soit très bien, soit excellent. Et 39% accorderait au minimum bien. Et de même, 54% de l'électorat lui accorderait au minimum assez bien. La mention assez bien, c'est ce qu'on appelle la mention majoritaire de ce candidat. C'est la mention que plus de la moitié de l'opinion, ici 54%, serait prêt à lui attribuer. Pour trouver rapidement la mention majoritaire d'un candidat, c'est très simple. Vous représentez les pourcentages de toutes ces mentions de cette manière et vous tirez un trait à 50%. La mention sur laquelle vous tombez est sa mention majoritaire. Du coup, pour départager tous les candidats, on regarde pour chacun quelle est sa mention majoritaire, celle qui est approuvée par au moins 50% de l'opinion, et celui avec la meilleure mention majoritaire gagne. Et en cas d'égalité, on peut départager avec les pourcentages. Et voilà ce qu'on appelle la méthode du jugement majoritaire, et on pourrait très bien utiliser cette méthode de scrutin pour élire le président ou la présidente de la République. Alors qu'est-ce qui fait que cette méthode est si bonne? Bon, déjà, chaque candidat est jugé individuellement sur son mérite personnel, indépendamment des autres. Et donc, on n'a pas le problème des petites candidatures qui vont influencer l'issue du scrutin. Ici, s'il y a plus de petites candidatures, ça ne va pas changer la mention majoritaire qu'un candidat va recevoir. Du coup, avec la méthode du jugement majoritaire, il n'y a pas de notion de vote utile. Vous avez juste à exprimer sincèrement votre opinion sur chacun des candidats. L'autre avantage de ce système, c'est qu'il échappe au paradoxe d'Arrow, c'est-à-dire qu'un candidat qui progresse dans l'opinion ne peut pas régresser dans le classement final. En plus, avec ce système du jugement majoritaire, on n'a aucun intérêt à voter stratégique, c'est-à-dire à exagérer son vote pour essayer d'aider son candidat. Si votre candidat il a obtenu une mention majoritaire assez bien, que vous ayez voté bien, très bien ou excellent, ça ne change rien. Donc vous n'avez pas à exagérer votre vote. Vous avez juste à voter sincèrement selon vos convictions personnelles. Autre avantage de ce système, si tous les candidats obtiennent comme mention majoritaire soit insuffisant, soit à rejeter, on peut décider d'organiser de nouvelles élections en exigeant de nouveaux candidats et en interdisant à ceux-là de se représenter. Vous voyez qu'une nouvelle méthode de vote comme celle du jugement majoritaire permettrait de choisir ceux qui nous dirigent de manière moins aléatoire et plus représentative, et peut-être de réconcilier le peuple avec ses élites politiques.
Cette méthode a l'avantage de faire disparaître la notion de petit candidat et de vote utile qui pourrissent les élections, car elle permet de s'exprimer positivement ou négativement sur tous les candidats en même temps, ce qui est beaucoup plus précis que le mode de scrutin actuel. Cela favorisera l'émergence, et pourquoi pas l'élection, de candidats qui sont en dehors du système politique et médiatique. Étape 4. Quel que soit le président élu, il aura l'obligation d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro dès les débuts de son mandat. Étape 5. Quel que soit le président élu, il devra lancer une constituante de citoyens tirés au sort, chargée de définir les modalités d'application des référendums d'initiative citoyenne. Le résultat de cette constituante sera soumis à référendum. En cas de réponse négative, elle sera renvoyée à ses travaux. C'est à nous d'organiser le RIC, et sûrement pas à des politiciens véreux qui vont en faire une usine à gaz merdique inutile. Tout ça peut être organisé très rapidement. Voilà en gros le calendrier que j'imagine. Dans ce scénario, évidemment, les élections européennes seraient reportées à après le référendum sur la sortie de l'UE, et si le résultat est positif, inutile de les organiser. Si on additionne le tout, en moins d'1 an, la France aura entamé la sortie de l'Union européenne et de l'euro, on aura retrouvé notre indépendance, et on pourra engager le changement radical demandé par les Gilets jaunes. Car il faut bien comprendre que tant qu'on reste dans cette structure technocratique qui décide de tout à notre place, nous n'obtiendrons rien. Tout ça peut ressembler pour certains à des plans sur la comète, à de la politique fiction bien mignonne. D'accord. N'empêche que je vois des centaines de milliers de personnes réclamer le départ de Macron sans avoir de réponse pour organiser la suite. Donc il faut bien qu'à un moment, quelqu'un propose quelque chose. Donc je vous propose cette méthode, qui me semble être, je le répète, la voie la plus simple, la plus sûre, la plus rapide et la plus légitime pour obtenir un changement radical tout en minimisant le risque de se faire entuber par des récupérations politiques diverses. Alors si tout ça vous semble fantaisiste, eh bien tant pis, ça restera dans les tréfonds de YouTube. Mais si au contraire, cette méthode vous plaît, si elle vous convient, je vous invite à la soutenir massivement en partageant sur les réseaux cette image qui résume les 5 étapes que je vous propose pour tout changer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite bon courage pour la suite du mouvement et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. Guy Marius Sagna ban taxawaay ngeen fas yéene am ci campagne électorale bi di ñëw. taxawaay bi ñaar la bi ci njëkk France Dégage déjà wax na ne position am mooy système dégage Macky dégage ndaxte dañoo jàpp ne jafe-jafe bi réewu Afrique yi am rawatina réewu Sénégal jafe-jafe système la donc système bi dafi jóge ki nga xam ne moom moo jëmmal système bi mooy nooteel bi nga xam ne moom la ñuy nootee askanu Sénégal système bi mooy jatan ak buumu jàmm bi nga xam ne moom la ñu tënkee réew mi ak suñu askan tënk boobu la ñu jàpp ne daf fi war a jóge fekk jógewu fi jafe-jafe yi nga xam ne moom moo ngëb askanu Sénégal du fi jóge donc système bi ki nga xam ne moom moo ko jëmmal nañ fi jóge loolu mooy benn ñaareel bi dañoo waxoon ne dinañ xaar ba conseil constitutionnel validé ne ñii ñooy candidat yi nga xam ne ñooy bokk ci élection yi bu ñu xoolee ci candidat yooyu ñu xool candidat yi nga xam ne buumu jàmm bi nga xam ne ñun moom la ñuy xeex candidat yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci loolu ñoom ñoo am mébétu jëlee ko fi ñu xool ci candidat yooyu lan mooy doon suñu taxawaay ak candidat yi léegi nag ñun dañu ràññee ci xeex franc CFA ci xeex li nga xam ne moom mooy politique gu FMI ak Banque mondiale li nga xam ne moom mooy ñoom Auchan ak yeneen yi nga xam ne moom mandargaal nooteel bi ñuy xeex ba ci làmmiñu français bi ñuy jàngee ci école suñu gis-gis mooy déglu candidat yi xool ci candidat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy wax Auchan dégage ñi nga xam ne ñoom ñooy wax France dégage ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne franc CFA jumtuwaayu nooteel la FMI ak banque mondiale jumtuwaayu nooteel la organisation mondiale du commerce jumtuwaayu nooteel la bu ñu xoolee candidat yooyu dinañ xool itam naka la ñuy waxee suñu ay membres suñu ay sympathisants ak askan wi ñu sànni carte ñooñu nga xam ne ñooñu ñoo fi bëgg a jëlee nooteel bi leen. alors ñu xam leen seen taxawaay si combat citoyen bokk na si da nga ko wax ko léegi APE yi ak lépp loo xamante ni day mandargaal
moomeelu France ci réewu Afrique rawatina Sénégal alors est-ce que yéen par exemple mun nañ leen xaar ngeen wàcc ci terrain bi mën a campagne battre campagne pour soutenir candidat bi nga xamante ni gis ngeen ne moo gën a méngoo ak yéen seen taxawaay. bi ñu jàpp déjà mooy ne wax askan bi bu ñu voté président Macky Sall ndaxte président Macky Sall moom dafa yokk li nga xam ne moom la ñuy woowee karaw ci xar gi maanaam nooteel bi mu fi fekk moom da ko yokk damay fàttali ne Bolloré jóge woon na fi Macky Sall indiwaat ko fi nekku fi woon Macky Sall indiwaat ko fi armée française dooleem wàññeeku woon na fi Macky Sall indiwaat ko fi amuñu woon accord de défense ak États-Unis Macky Sall signé na accord de défense ak États-Unis ma si profito pour leeral ne ñun nooteel bi nga xam ne France mooy ñuy noot du loolu rek moo ñu tax a jóg moo tax d'ailleurs ñuy naan nooteel bi ñuy jaarale ci Fonds monétaire international ak Banque mondiale d'accord ak APE bi nga xam ne du France APE ñaar fukki réew ak juróom-ñett la maanaam Union européenne des 27 sax ndaxte ak Brexit bi Grande-Bretagne génn na ci Union européenne donc ñun déjà président Macky Sall ñun dinañ campagne pour que bu ko kenn votel bi ci des mooy effectivement bu ñu xoolee ca cappaandol bi ñu jàpp ne juróomi candidat moo am wala fukki candidat moo am dinañ xool ci candidat yooyu ñi nga xam ne nooteel bi jëlee ko fi moo leen yitteel dinañ wax askan bi ñu sànni leen carte ndaxte kat ñun nekkuñu fi rek pour sànni xeer nekkuñu fi rek pour critiquer nekkuñu fi rek pour juróomi at yu nekk ñu ñuy jàpp ndax suñuy xeex te bés bi nga xam ne ci la ñuy tànn président bi nga xam ne moom moo nar a jiite réew mi juróomi at ñu toog di seetaan ndaxte kat bu ñu toogee seetaan bu ñu seetaanee président Macky Sall dina faluwaat wala beneen président bi nga xam ne li président Macky Sall di def wala lu ko yées lay daal di def te loolu tax ñaa jóg. alors coow parrainage bi ak segg gi nga xamante ni jur na ko ci yenn candidat yi indi coow lu bëri alors yéen lan moo fi seen gis-gis en tant que mouvement citoyen. ñaar bi ci njëkk mooy foog ñu comprendre ne Sénégal ñaar moo am dafa am système économique am système politique gis nga boo amee cim réew système politique boo xam ne plutôt système économique boo xam ne li ko tax a jóg mooy jël sa réew ñu ci ŋànk alal bi di ko yóbbu bitim réew ñi fi nekk as tuut bi fii des ñu koy séddoo foog mu am système politique boo xam ne mooy wëyal système boobu maanaam système politique boo xam ne day jox doole ñi nga xam ne système bi mu des fi mooy seen at moom moo leen gën a donc loolu mooy premièrement suñu analyse ñaareel bi mooy élection présidentielle dafa am sélection présidentielle am lii nga xam ne mooy parrainage bi waaye du rek moom amoon na yeneen ak yeneen yi nga xam ne moo fi daan am même caution 30 millions même bu fekkee wàññeeku na ndaxte 65 millions la woon 2012 tey ren mu nekk en fait 30 millions naam wàññeeku na waaye 30 millions mais xam nañ ne am na ñi ko am na ñi ko amul donc 30 millions mu ngi mel ni yaa ngi wax ñi bokkoon ci système bi ak ñi nga xam ne dañoo lëkkaloog borom doole yi nekk bitim réew ñooñu rek ñoo mën a am 30 millions donc li am tey Sénégal sélection présidentielle la maanaam naka la ñuy fexee ba ñi nga xam ne ñoo mun sotti suuf ci deuxième mandat wu Macky Sall ñu marginaliser rek maanaam ñu fexe ba bu ñu bokk ñi nga xam ne d'accord ak ñeneen ñi d'accord ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ay candidats yu tuuti lañu woon mais ki parrainage bi nekkoon na itam jumtuwaay boo xam ne pour ñoom itam ñu bañ a bokk ci élection yi donc sélection présidentielle boobu du dëgg du yoon c'est antidémocratique waaye foog askan wi comprendre ne système politique bi ak système économique bi ñoo ànd nooteel fu mu nekk foog mu am système politique boo xam ne day wëyal nooteel bi parrainage bi ci loolu lay contribuer. alors est-ce que yéen mën nañ leen xaar ngeen wàcc ci terrain bi parce que opposition bi dégg nañ leen ñuy woote ay manifestations est-ce que yéen par ngeen bokk ci manifestation yoo xamante ni des partis de l'opposition ñoom ñoo koy woote. dafa am sax d'ailleurs li may fàttali 19 avril ñun ña nga fa woon bari na tey ay candidats yoo xam ne ñu ngi joytu ba ñuy voté loi sur le parrainage bari na ñoo xam ne tey ñu ngi joytu mais 19 avril kenn gisu leen Dakar donc loolu li muy wane moo di ne Sénégalais yi tamit dañoo war a bàyyi di topp maanaam jaan bi romb ñu topp di dóor déedéet 19 avril la ñëpp waroon génn ne ñoo lànk ñoo bañ duñ ko nangu ñun defoon nañ ko moo tax tey suñu bopp sa kaw ñun xam nañ ne li ñu waroon def nañ ko donc loolu mooy benn bi ñaareel bi même bu mënuñu wax ne c'est trop tard même bu fekkee 19 avril li ñu waroon def yëpp defuñu ko xeex bi dafa war a continuer ndaxte nooteel rek lay doon or parrainage bi même ñi ko jàll waruñu jàpp ne am nañ ndam Sénégal moo war a am ndam te parrainage bi du ndam ci pouvoir bi du ndam ci opposition bi ndaxte système démocratique mooy système boo xam ne dañoo war a may askan wi ñu
wax seen gis-gis waaye itam ñu tànn d'accord